d'expérience sur le mentorat de manager que nous avons fait. Donc c'est quelque chose qui est en devenir. Il est important, je pense, de me présenter en tant que profil professionnel, donc que vous sachiez un peu quelle personne je suis. J'ai 60 ans, j'ai fait toute ma carrière dans le service et le conseil. Mon corps compétence, c'est les programmes de transformation d'organisation. J'en ai fait beaucoup. Je suis entrepreneur depuis 20 ans. Ma première société, bâtie avec un ex-dirigeant, était une société d'accompagnement des managers dans des situations de crise ou des managements complexes. C'est des accompagnements opérationnels. Et de facto, une amie qui était au comité de direction d'une filiale bancaire m'a demandé il y a 7 ans de l'aider à monter en compétence une partie de ses ressources internes sur des sujets spécifiques. Et c'est là où je me suis intéressé au mentorat de manager et où je me suis posé la question d'ailleurs, que voulait dire le mentorat de manager? Donc c'est bien le résultat d'une expérimentation concrète. Là, vous allez d'ailleurs voir une personne qui en a bénéficié, qui sera dans la table ronde, pour poser vos questions, de ce que 7h23 a expérimenté 7 ans comme mentorat de manager. Alors, on va faire les choses le plus rationnellement possible en posant bien nos bases. Ça me paraît très important parce que c'est quand même un domaine où on peut dire des tas de choses qui peuvent vouloir dire certaines choses ou d'autres. La première chose, c'est la définition du mentorat. Ça, c'est la définition communément admise, c'est celle que vous trouvez sur Wikipédia. Je souhaiterais pointer du doigt les termes essentiels. Soutien, apprentissage. Donc vous verrez que dans le fil rouge de ce qui a été produit ces dernières années, il y a soutien et apprentissage. Donc on va après plonger dans le management, etc. Il y a relation d'échange, c'est-à-dire qu'il y a un processus d'échange. Pareil, qui sera plus ou moins professionnalisé suivant les personnes. Donc on a bien soutien, apprentissage, processus d'échange. Et bon, là, il y a les vases communicants. On part sur l'idée qu'une personne d'expérience va transférer quelque chose à quelqu'un qui a moins d'expérience sur le sujet. Donc le mentorat, c'est ça. Soutien, apprentissage, une relation interpersonnelle et un transfert de compétences ou de connaissances sur la personne. Alors avant de passer là-dessus, j'aimerais quand même préciser quelque chose. Le terme mentor peut être utilisé par tout le monde et justifié par tout le monde à partir du moment où il a une expérience. Si, comme on l'a vu, il suffit d'échanger et de dire qu'on transfère l'expérience, on peut se dire mentor. Donc, quand j'ai démarré cette activité, j'avais un véritable questionnement sur la professionnalisation du mentorat. Et d'ailleurs, aujourd'hui, moi je suis sur le réseau professionnel que vous connaissez tous, sur lequel vous êtes tous, et sur lequel je vais vous inviter, naturellement. Vous verrez, vous tapez mentor, je peux vous dire, vous avez 43 000 personnes. Donc, on peut se poser la question de ce que veut dire le mot mentor. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a cherché à le professionnaliser au sein de 7h23. Alors, effectivement, le mentorat, on connaît. C'est-à-dire, c'est des choses qui se déploient déjà. Vous avez du mentorat auprès d'étudiants pour leur premier job, auprès des entrepreneurs pour leur première entreprise. Vous avez du mentorat sur le thème de l'inclusion, du leadership féminin, du rapport aux autres. Vous avez du mentorat sur la gestion de carrière. Vous avez du mentorat inversé, c'est-à-dire des jeunes qui jouent sur TikTok. Vous avez du mentorat de dirigeants de PME, voire de grandes entreprises, moins présentées officiellement, mais existent en réel. Donc, ça existe. Nous, aujourd'hui, 7h23, c'est du mentorat de manager. Et quand on parle d'une professionnalisation, déjà, on est obligatoirement obligé de se questionner sur ce qu'est le manager. Autrement, on est juste dans l'échange entre personnes de bonne allure. Donc c'est la deuxième question sur laquelle on s'est penché, de savoir ce qu'était un manager. Et plutôt que ce qu'était un manager, la vraie question pour nous, c'est qu'est-ce que fait un manager? C'est-à-dire, quel est son domaine d'activité?
Est-ce qu'il y a des questions où ça paraît limpide? Donc, la première question auquel on a souhaité répondre et qui est fondamentale pour bien comprendre l'ampleur de ce qu'est le management, c'est une représentation du management. Alors, toute ma carrière, moi j'ai été un homme d'exécution. J'étais un homme de management, et un homme d'exécution, c'est-à-dire qu'il faut obtenir des résultats. La priorité d'un manager, son domaine d'activité majeur, c'est celui-là. Il doit faire que les choses arrivent. Make things happen, disent les Américains. C'est ça qui conditionne tout ce qui va suivre. Donc le manager, c'est la personne à qui on a délégué il faut y arriver. Et donc derrière, il y a un certain nombre d'activités, de micro-organisation au jour le jour, d'échanges avec des personnes, de réflexion sur ce qu'on peut faire mieux, etc., etc. Ce n'est pas vide comme activité. C'est même majeur. Il est constamment en réflexion sur est-ce que j'ai la bonne route? Est-ce que je vais bien au bon endroit? Évidemment, la deuxième partie, comme c'est un job très humain, c'est tout ce qui concerne la relation à ses équipes. On peut avoir l'animation, la direction, les faire grandir, les monter en compétences, gérer les parcours, etc., etc. Donc effectivement, c'est un élément clé dans le management, mais c'est un élément qui factuellement vient alimenter le premier élément. Naturellement, parce que ce n'est pas l'équipe qui correspond à vos objectifs, c'est difficile d'atteindre les objectifs. C'est un peu aussi. Il y a une autre activité qui prend de plus en plus d'importance parce que les organisations se complexifient, c'est l'interaction avec l'écosystème. Un manager, alors dans une grande organisation, AXA par exemple, ou BNP, etc., l'interaction d'un manager avec son écosystème est un élément clé de réussite de la position du manager. C'est-à-dire qu'il doit coopérer, collaborer, contractualiser. Ça dépend un peu des variantes entre les personnes, mais c'est un élément clé. Donc le manager, il doit faire ça. C'est un domaine d'activité sur lequel, dans certaines organisations, il doit passer beaucoup de temps. C'est largement pas innocent. Alors, en bleu, on m'a posé la question, mais pourquoi bleu-rouge? Il n'y a pas d'opposition au drapeau français, mais bleu, c'est ce qu'on appelle le run, c'est-à-dire ce sont les affaires courantes. Le rouge, c'est l'évolution de son organisation. Un manager, il n'est pas sur une organisation statique la plupart du temps. Enfin, où il ne devrait pas. Et encore moins aujourd'hui, où les organisations se réorganisent assez régulièrement, dû aux aléas économiques, aux changements de marché, etc. Donc il a deux sujets sur lesquels il doit être présent. Il doit pouvoir déployer des changements organisationnels. Et déployer un changement organisationnel, c'est pas gérer une activité courante. C'est autre chose. C'est différent. Ce sont d'autres compétences. Et il doit aussi contribuer à la stratégie. C'est-à-dire que vous prenez, par exemple, une société qui va être amenée à devoir développer des technologies pour rentrer sur le nouveau marché. Vous prenez par exemple l'IA. Vous prenez l'IA dans un centre d'appel ou l'IA dans un hôpital. Il y a un questionnement qui va se poser sur le DSI qui est en quoi, moi, DSI, ma fonction, directeur du système d'information, je peux alimenter la réflexion stratégique. Donc il y a aussi, alors ça peut arriver assez loin, parce que vous pouvez demander à des gens, carrément dans un centre d'appel, vous pouvez voir ce qui se passe sur l'opérateur, pour savoir comment l'opérateur tire profit des produits d'IA. Donc on voit bien que le manager, il a quand même un panel d'activités conséquent. Donc si on veut vraiment professionnaliser le mentorat, il faut commencer à aborder, ou être capable d'aborder peu ou prou l'ensemble de ce panel. Ou en tout cas, si on ne peut pas tout aborder, il faut savoir ce qu'on peut aborder dans le mentorat. Donc ça, c'est un élément très important. Il ne faut pas réduire un peu de choses
ce que fait le manager. Il ne faut pas notamment le réduire à l'interaction avec ses collaborateurs ou le réduire à avoir du reporting. Ça, c'est une vision trop réductrice pour vraiment mentorer à notre goût. Hein. Encore une fois, je ne fais qu'exprimer notre expérience et la manière dont nous procédons, pouvoir mentorer un manager de manière efficace. Alors, si ça ne suffisait pas, on en a rajouté un peu. Le management varie suivant où vous vous trouvez dans la structure. C'est-à-dire que quand vous êtes en équipe directe et que vous avez 5 personnes en exécution, quoi que ce soit, cellule de centre d'appel, des commerciaux, une équipe de développement informatique, une petite équipe de production, etc., vous avez un type de management qui va être fortement teinté de la technicité, fortement teinté de la relation à l'équipe, etc. Quand vous montez d'un cran, déjà, on voit bien que c'est plus tout à fait les mêmes activités. Les alertes de production sont plus rares, le sujet d'organisation devient plus prégnant, on va vous questionner plus, vous êtes plus souvent impacté sur des objectifs opérationnels, etc. Et après, vous pouvez avoir une fonction complète, c'est-à-dire que vous êtes le ou la DRH, vous êtes le ou la directrice de production, vous êtes le ou la DSI, etc. Et donc, vous englobez tout. Et donc, vous avez des éléments de stratégie de fonction à mettre en œuvre. Et après, il y a encore un cran qui va induire aussi un autre management. C'est la personne qui est multifonctionnelle. Là, vous allez découvrir les entrepreneurs et les dirigeants. Leur particularité, c'est qu'ils doivent manager des fonctions sur lesquelles ils n'ont pas nécessairement la technicité. Ou même un simple aperçu de la technicité. L'écart de technicité des organisations multifonctionnelles, c'est par exemple à quel point certains dirigeants avaient une insuffisante compréhension des technologies en France. Donc la complexité d'entreprendre, c'est d'être multifonctionnel. La complexité d'être dirigeant, c'est aussi une approche multifonctionnelle. Donc c'est pas tout à fait le même mode de management que vous allez voir, et les gens ne vont pas rencontrer les mêmes problèmes. Et donc ils vont pas agir de la même manière. Ils vont pas se poser les questions, ils vont pas avoir les mêmes parties prenantes, etc. Donc il est important d'avoir ces dimensions-là, mais il n'y a pas que ce type de management. Il y a les managements non hiérarchiques. Et ils existent. Et ils existent de plus en plus. Alors il y a bien sûr le mode projet, hein, qui est apparu au milieu du XXe, qui n'est pas aussi diffusé qu'on pourrait imaginer d'ailleurs, qui est un mode de management typé. Vous avez le management d'influence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que vous avez une organisation qui est matricée, vous n'avez plus l'autorité sur la personne en face. Vous n'avez que l'influence. Alors ça, c'est un vrai sujet. Souvent, on n'en parle pas, mais c'est un vrai sujet. Je peux vous citer un exemple. Dont le CEO a des objectifs d'économie et il n'a aucune autorité hiérarchique sur les filiales. Bonjour. Il est bon, mais bonjour quand même. Compliqué. Très compliqué. Et ça existe. Après, il y a un autre que j'ai mis pour l'anecdote, il y a le management de crise avec aussi un management typé dans son management. Donc on voit bien que quand on se pose déjà la question du mentorat manager, il faut se poser la question de que fait le manager et que les choses sont un peu plus larges que ce qu'on pouvait imaginer au départ. Enfin, en tout cas, pour moi, quand j'ai réfléchi, j'ai trouvé ça un peu plus large qu'au départ. Et donc, ça pose la question de l'adéquation d'un mentor à ce type d'apprentissage. Donc, c'est pour ça que la professionnalisation me paraissait importante. L'idée de travailler comment on interagit et de savoir comment on pouvait adapter les modèles de compétences, connaissances, mentor à la personne mentorée est un élément clé. Le deuxième... Ah, je suis dans les temps, ça va. Le deuxième point qui me paraissait crucial de comprendre quand on a souhaité professionnaliser le mentorat, c'était, comme on dit, on fait de l'apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que soutenir, je vois bien, c'est conseiller. Mais apprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, pareil, je trouve que le mentorat a une fonction assez exceptionnelle, hein, qui se rapproche de la FEST, hein, pour les DRH, qui se rapproche de la mise en situation, c'est qu'il faut travailler sur la compétence. Alors, qu'est-ce qu'être compétent? Moi, j'ai repris la définition que peut-être certains connaissent, hein, qui est la définition de Le Boterf. Être compétent, c'est un savoir-agir
pour une famille de situations données avec une performance attendue. C'est-à-dire, c'est une action. On n'est pas compétent dans l'absolu, on est compétent dans une situation pour une attente. Alors, je prends un exemple, j'ai réfléchi là, en revenant à un exemple, j'ai pris la tarte aux pommes. Je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais moi, c'est pas illustratif. Je sais faire une tarte aux pommes. Je sais la faire pour le dîner du dimanche. Et je dois avouer que ma famille est relativement bienveillante sur le résultat. Demain, on me demande de faire la même tarte aux pommes au coup de feu dans un restaurant étoilé, j'en suis incapable. Ce ne sera pas la même performance attendue, ce ne sera pas la même situation, ce sera pourtant la même tarte aux pommes. Pourquoi ? Parce que c'est complètement différent. Vous changez de responsable, vous changez de capacité. Donc, le être compétent, c'est bien quelque chose qui a tout ça. Alors, et c'est là où la réflexion devient intéressante. Et je vais vous exposer un peu, en tout cas, le modèle sur lequel on s'est appuyé, qui est le modèle existant, qui n'a rien de novateur, mais qui, je trouve, présente bien pourquoi le mentorat et qu'est-ce qu'est le mentorat. C'est ce modèle-là. Vous avez un manager, donc moi, j'arrive. J'ai une activité à réaliser, et une activité sur laquelle je vais être jugé compétent. Donc il faut que je la réalise avec le niveau de performance qui est attendu, dans la situation qui est donnée. Ça peut être, par exemple, je veux faire l'évaluation d'une personne, ou une tarte aux pommes, tout aussi. De quoi dispose le manager pour travailler ? Moi, j'aime bien prendre l'idée de la banette, c'est qu'il a un petit sac, le manager, et il a un certain nombre de choses à sa disposition. Ces choses à sa disposition, ce sont ses connaissances. C'est-à-dire, il sait que la personne a été vue avant, qu'elle a été appréciée, je sais que la tarte aux pommes n'est pas trop sensible à la chaleur du four, voilà, la connaissance. J'ai une habileté, du savoir-faire, c'est-à-dire du savoir-être. J'ai pratiqué des choses déjà. J'ai déjà fait la tarte aux pommes. J'ai déjà fait des évals. Alors, là, souvent, on parle de connaissance et de hard skill. Mais on voit bien que le skill, c'est pas de la compétence, là. Moi, ce que j'appelle être compétent, c'est ce qu'il y a à droite du schéma. Ça, c'est avoir des compétences. Alors, pour éviter la confusion, j'appelle ça ressources. Il y a des ressources hard, puis il y a des ressources soft. Donc, on va trouver sa capacité à gérer ses émotions, sa gestion du stress, sa dynamique personnelle, sa manière de communiquer. On va trouver aussi sa curiosité, sa ténacité, sa vivacité d'esprit, vous prenez la roue des soft skills, vous avez à peu près 150 soft skills. À la rigueur, voilà, vous avez ça. Il y a aussi sa culture. Donc, le manager, quand il se trouve confronté à la situation, il a ça. Il n'a pas que ça. C'est trop facile. Il a aussi des ressources externes. C'est ça qui est fantastique. C'est-à-dire que l'organisation peut être aidante. Donc il va avoir des gens, des savoirs capitalisés, des personnes, des logiciels qui vont l'aider, etc. Donc, le manager, avant d'attaquer ça, il a conscience de ça. Et il va attaquer. Mais il ne va pas complètement attaquer tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui est excessivement pesant. C'est son écosystème. C'est-à-dire que l'écosystème pèse énormément sur la pratique du manager. Sans N+1, mais pas que sur N+1, les règles implicites, c'est-à-dire une société sur laquelle on ne prend jamais de décision sans consensus, vous êtes sûr que les temps de décision sont longs, par nature. En Suisse, par exemple, les temps de décision sont longs. En Thaïlande, on ne fait jamais perdre la face à quelqu'un en réunion. Voilà, vous avez ce genre de choses. Vous avez la culture, le système managérial, il y a plein d'éléments qui vont préformater la pratique des managers. Et on ne peut pas mentorer sans savoir appréhender ces éléments-là. Ça reviendrait à expliquer je sais pas moi, à un taille qu'il faut dire en réunion face à face à un type qu'il a mal fait. Vous allez avoir un taux de suicide incroyable. Ils vont tous suicider dans ça. Pas possible. D'ailleurs, là, j'ai eu une discussion avec l'OCP, qui est une grande industrie marocaine, où on parlait du sujet du mentorat, et notamment de la nécessité que si on devait intervenir au Maroc,
de la nécessité d'avoir déjà une forme de formation à la culture, et notamment parce que le cas d'usage sur lequel il réfléchissait, c'était les jeunes managers qui doivent encadrer des équipes techniques sur lesquelles les personnes sont âgées, plus âgées qu'eux. Ce qui pose la question de la relation aux personnes âgées au Maroc, qui n'est pas la même qu'en France, hein, comme vous savez. Même si je vous remercie d'être venu, c'est pas la même que celle de la France. Et donc il a tout ça, et la question c'est comment il agit. Eh ben, avant d'agir, il y a un certain nombre de choses qui vont le guider. En premier lieu, hein, je l'ai déjà dit, l'environnement. L'environnement. C'est majeur. Si vous êtes dans l'armée, c'est pas comme si vous êtes chez AXA, c'est pas comme si vous êtes chez un industriel, c'est pas du tout comme si vous êtes dans une petite PME de 20 personnes. Rien à voir. Le cognitif, c'est-à-dire que lui, il va faire une analyse. Il va utiliser ses capacités cognitives, réfléchir, etc., poser le pour, le contre. Les émotions. Mais bien sûr, il y a des gens qui ne résistent pas au stress. Donc vous avez un responsable qui vous pousse, qui vous presse à sortir le résultat. Si vous avez une faible résistance au stress ou à la pression, vous allez vous-même dégrader vos résultats. Si en revanche vous êtes quelqu'un en airain, là, boum, ça fait rien. L'éthique, souvent sous-estimée. L'éthique joue beaucoup. Si on vous oblige, en tout cas si on vous oblige, je n'ai pas de terme, mais si on vous entraîne dans des sujets qui sont contre votre éthique, vous aurez des difficultés. Et donc, le corporel aussi. Alors, le corporel, pour le pilote de Formule 1, tout le monde le voit, hein, c'est très corporel, hein, l'ébéniste aussi. Même pour moi, par exemple, c'est corporel. Ma gestuelle joue. Mon regard joue. Donc, je regarde, qui accroche, qui n'accroche pas, qui sont désintéressés, etc. Donc, le corporel joue. Et c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un va être compétent en situation. Alors, pourquoi ce modèle est particulièrement intéressant à mon goût, c'est qu'il permet de situer les différentes formes d'accompagnement qu'on donne au manager et ce qu'on lui apporte. Là, c'est le domaine de la formation, au sens classique du terme. On va vous expliquer théoriquement des choses. D'accord ? Donc ça va engranger dans votre planète. Après, la formation va dériver sur la simulation de cas et le mentorat éventuellement, mais la formation pure vous explique le comment faire, le pourquoi le faire, etc., etc. Et donc, elle prend son ampleur quand et si vous l'appliquez. Alors bien sûr, les formations initiales, les gens l'appliquent parce qu'ils n'ont rien, donc ils l'appliquent. Les formations de plus grande spécialité, ça dépend. Ça dépend si la personne est motivée, ça dépend si elle a l'occasion. Ça dépend. Donc, tout le monde voit cette pyramide où on dit la formation 10% d'efficience, le faire 90% d'efficience. C'est un peu la gradation. Et donc, là, on est dans la formation, et vous pouvez gamifier, ça augmente un peu le sujet, vous pouvez simuler les cas managériaux, ça augmente un peu plus l'apprentissage, et vous pouvez aller jusqu'au mentorat qui, effectivement, va augmenter l'apprentissage. Alors, le mentorat, alors le coaching, je me permets tu rectifieras en séance si je dis des trucs complètement déliants. Enfin bon, j'ai pas de coach autour de moi. Le coaching est un guettement de la personne pour qu'elle optimise l'utilisation de tout ça. Ça n'a pas vocation nécessairement à lui apporter des conseils sur quoi faire, ni vocation nécessairement à lui donner un très fort contenu complémentaire. Sa première vocation, c'est que la personne optimise son potentiel, c'est-à-dire soit pleinement acteur de son potentiel. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Mais tu n'hésiteras pas à intervenir, hein, c'est pour corriger, j'ai pas de souci. Le mentor, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Et c'est là où c'est compliqué. Et c'est là où il y a un besoin de professionnalisation. Le mentor, il regarde tout ça. Il regarde tout ça, progressivement, et il regarde comment la personne agit. Et il l'accompagne dans l'action. Et de là, il va le soutenir. Donc la personne va venir avec des situations de soutien. Alors, textuellement, c'est écoute, voilà, j'ai une présentation à faire
Je prends un cas de mentorat, là j'ai 2 personnes qui arrivent, je dois réfléchir à leur rôle. Voilà, point. Problème. Et je ne suis pas à l'aise. Donc la personne arrive, elle a le sujet sur la table. Le mentor, en séance, doit y travailler. À soutenir. C'est quand même un peu exigeant. Hein. C'est pour ça que les mentorats sont excellents, parce qu'il faut prendre conscience de l'ensemble des dispositifs. Et après, il faut la faire progresser. Donc, c'est-à-dire que non seulement elle travaille sur sa situation de travail avec le mentor, mais en plus, au passage, le mentor en profite pour lui donner du contenu qu'elle veut mettre en pratique sur sa situation de travail. Exemple, on va reprendre la définition de rôle. Je dis, écoute, on va commencer, si tout mon avis, pour avoir fait une bonne définition de rôle, déjà, il faut que tu aies bien compris ton puzzle d'activités à mener. Et celles qui sont déjà menées, et la qualité avec laquelle elles sont menées, et ce que tu as comme potentiel d'allocation de délégation. Donc il faut que tu aies une bonne compréhension de ton regard. Donc on travaille sur son regard de 10 personnes, on regarde, etc., etc. Donc elle apprend un cheminement sur sa situation. Et c'est ça, nous, ce que nous faisons. Alors, la complexité, c'est la complexité précédente, c'est que pour que ce soit performant, il faut être capable d'amener un certain nombre de personnes qui sont dans des situations variées, et qui peuvent être très variées, à progresser. Et c'est pour ça qu'il y a un besoin, c'est la raison pour laquelle il y a un besoin d'exigence sur la qualité des mentors, et il y a un besoin aussi de professionnalisation de la manière dont on mentor. Pour le coach, c'est clair, tout le monde ne peut pas être coach, en mon sens, tout le monde ne peut pas être mentor non plus. Et alors pour le coaching, j'en parlerai pas, mais pour le mentorat, c'est clair, tout le monde ne peut pas être mentoré non plus. Il faut accepter le mentorat, comme il faut accepter le coaching. Parce qu'on va venir au sujet de qu'est-ce que je fais dans un mentorat. Ce que je fais dans un mentorat, en tout cas, c'est pas simple. À mon sens, et c'est pas simple pour le mentor, mais c'est pas simple pour la personne mentorée. Alors la question, à ce moment-là, que je me suis posée, c'est, finalement, un mentorat, souvent, c'est une simple rencontre, d'ailleurs, parce que j'avais été voir un logiciel de mentorat. Le logiciel de mentorat, j'étais venu avec quelqu'un qui collaborait avec nous à l'époque, qui était assez jeune, il est sorti, mais en fait, c'est un Tinder des managers. C'était pas loin, quoi. On disait ce qu'on aimait d'un côté, on n'aimait pas ses compétences, hein. On disait ce que l'autre a les compétences, et puis bingo, le type est défilé, là je toque, c'est bon, je pars avec. C'était ça. Il me dit, mais ça c'est quelque chose qui devrait s'opérer normalement dans une organisation. On devrait normalement pouvoir aller vers des gens sachants. Or, là ça m'a percuté, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus au mentorat qu'une rencontre entre une simple personne expérimentée et quelqu'un qui l'est moins? Et c'est là où naît le sujet de la professionnalisation. C'est autrement, on pourrait dire que le coaching, encore une fois, n'hésite pas après, c'est une simple rencontre entre quelqu'un qui sait poser des questions et qui veut aider, et quelqu'un qui est prêt à les écouter. Non, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça. Donc là, je vais vous détailler. Alors après, vous aurez le témoignage de Philippe, qui a bénéficié d'un mentorat avec moi en plus, qui pourra vous répondre à vos questions. Mais l'intérêt du mentorat, et après on viendra au processus, et l'intérêt du mentorat par rapport à d'autres formes naturelles, ou pas naturelles d'ailleurs, c'est, en tout cas c'est nous comme ça qu'on le soit, c'est d'accélérer une montée en compétences. Ça ne sert à rien de mentorer quelqu'un dont la progression est traditionnellement bonne. Moi je dirais, pourquoi investir sur quelqu'un qui fonctionne bien? C'est pas que je ne veux pas investir, hein. Au contraire, hein, si jamais vous dites qu'il faut qu'on se parle, j'en ai 10 dans la bannette, là, c'est super, je viens. Mais factuellement, c'est pas ça. Le vrai pouvoir du mentorat, c'est le coup de boost. Il y a une personne avec qui j'ai traité de mentorat, aujourd'hui directeur général délégué de Carrefour Banque, qui a eu cette expression que je reprends, il dit c'est un boost de maturité managériale. En fait, c'est une sorte
d'étage pour décoller. Plus vite. Voilà. C'est-à-dire, il faut que ça aille plus vite. Ça doit aller plus vite. Alors, il y a le parrainage interne, mais souvent, le parrainage interne, c'est la rencontre d'une personne expérimentée avec une personne qui l'est moins. Avec des obligations variées, des implications variées. Voilà. Après, on a le parcours de formation, mais le parcours de formation, il est soit parcellaire, soit il n'est pas toujours bien habillé. Il est différent. Pas pareil. Et après, il y a la voie naturelle. La voie naturelle, c'est le try and learn. C'est ce que beaucoup de gens, moi, j'ai vécu. Enfin, il faut dire que 7h23, c'est parce que moi, j'aurais adoré être mentoré. J'aurais adoré. Je pense que j'aurais développé mon potentiel beaucoup plus tôt. Le try and learn, c'est ce que vous faites naturellement. C'est-à-dire, vous essayez, vous vous dites, oh, c'est pas terrible, votre responsable dit, c'est pas terrible, on dit, on va essayer autrement, etc. Ça fonctionne. Et ça peut être largement suffisant. Encore une fois, il n'y a aucune obligation à vouloir être mentoré. Alors, comment se passe le mentorat, en tout cas au sein de 7h23 ? Première règle, tout est sur situation réelle. Tout. On ne parle pas d'autre chose que de situation réelle. Tout part de là. Ça ne sert à rien de former quelqu'un à je sais pas quoi si de toute façon il n'opère pas dessus. Inutile. C'est bien, hein, je dirais, il aura. Hein. Mais moi, des fois, on décortique les parcours de formation pour les gens, ils ont 30% qui leur servent, 70% qui sont culturellement intéressants. Bon, je veux bien, mais culturellement intéressant, on n'a qu'à lire il y a des TEDx à profusion. Ça suffit, largement. Donc, tout est basé... Alors, pourquoi aussi ? C'est parce que il était important pour moi que le mentor ne puisse pas se défier. Le mentor doit prouver sa valeur à la situation de travail du mentoré. Donc il ne peut pas lui expliquer, ouais, maintenant en théorie, bouge pas, on fait ci, on fait ça, etc. Non. Explique-moi, là, j'en ai 2, là, ils sont comme ça, je délègue, voilà, c'est comme ça. Donc, voilà, c'est quoi, toi, ton expérience sur le sujet ? Donc, à la fois, comme j'ai expliqué, le mentor va chercher le soutien et la montée en compétences. Et une session de mentorat qui a réussi, pas plus tard que cette semaine d'ailleurs, il y a une personne que je mentorais qui m'a dit, une session réussie pour moi, c'est je sors avec une action. Et c'est énorme. Je peux vous le dire, c'est énorme. C'est un gros effort. Parce que arriver avec quelqu'un, travailler sur son schéma de travail, et avoir quelqu'un qui vous dit, t'as raison, c'est une voie intéressante, je vais l'explorer, et vous faites ça pendant 9 mois, ben je ne sais pas si déjà vous l'avez fait vous, à ce point-là. C'est un véritable apprentissage. Alors les durées sont longues, pourquoi ? Parce que il y a des gens qui vous expliquent que voilà, en 2 jours, ils vont vous permettre de gagner 3 milliards, en 1 mois, on va atteindre Jeff Bezos, et puis bon, après on s'arrête. Donc, dans les faits, il n'y a qu'une manière de progresser, c'est la répétition dans le temps. Mais il ne faut pas faire plus compliqué, hein. C'est vous répéter dans le temps. Et c'est ça qui fait progresser. Voilà. Donc, les durées de cycle de mentorat que nous avons, nous, sont autour de 9 mois, voire 1 an. Alors, combien il y a les vacances, etc. La fréquence est de l'ordre moyenne de 2 par mois, mais complètement souple et adaptable aux besoins opérationnels de la personne. Donc là, par exemple, j'ai démarré un mentorat, on s'est vu toutes les semaines parce que il avait la sensation qu'il dérapait, il avait un comité de pilotage devant une direction générale et il ne voyait pas trop comment sortir du truc. Donc, on est à la 4e session et ça a bien marché là. Rien n'est garanti, hein. C'est pas le loto, mais c'est un accompagnement humain, hein. C'est pas balistique. Et donc ça, c'est important. Donc on voit bien qu'au départ, c'est très intéressant parce qu'on se met d'accord sur des zones de progrès et des zones de soutien. Alors, qui se met d'accord ? Particulièrement intéressant parce que là, il y a des frottements de pouvoir. Alors moi, je dis, il faut toujours qu'il y ait un espace privé
pour la personne mentorée, qui doit exposer là où elle souhaite progresser sur ses situations de travail. Il y a forcément son responsable qui a son mot à dire. Alors ça dépend beaucoup de la qualité de la relation, enfin pas de la relation, de la qualité du responsable. Il y en a, je démarre des mentorats, ils disent, ma foi, pas très assertif, je trouve en réunion. Voilà, ça, on démarre là-dessus. Voilà. Là, on s'appuie plutôt, alors, on va dire, mais non, ça c'est courant. Parce que je vous livre, c'est courant. Enfin, voilà. C'est la vie de tous les jours. Et puis il y a la DRH, qui lorsqu'elle installe des programmes de mentorat, elle va vouloir pousser naturellement des modèles, à juste titre. Et par exemple, elle va pouvoir vouloir homogénéiser, là je suis en discussion avec un Big Four, homogénéiser les pratiques de gestion de compte. Et donc dans le passage à un niveau de partenaire, elle aimerait que le mentorat s'assure que les gens aient déjà une bonne pratique relationnelle avec les gens. C'est une autre orientation. Donc, néanmoins, on arrive à un consensus. Hein, là, je fais les choses très théoriques. Dans la réalité, on arrive assez vite à décider des compétences. Et on y va. Alors, on explique ce qu'est le mentorat, le mentoré, etc. Et puis, on fait les sessions, les mises en pratique, les sessions, etc. Le point essentiel, c'est ce que j'appelle le faisceau d'indices. Parce que la vraie question, la véritable question qu'il faut se poser, que je me suis posé, parce que moi au départ je suis manager, je ne suis pas du tout DRH. Hein. Et sincèrement, je me dis, mais pourquoi j'achèterais du mentorat? La vraie question, c'est qu'est-ce que ça me rapporte? Qu'est-ce que donc mentorer des gens, ça me rapporte? Alors, soit vous êtes dans la conviction, vous dites, ça marche, parce que vous l'avez essayé plusieurs fois, vous avez vu que ça marchait, soit vous voulez plus. Et donc, non seulement il y a un effet intéressant à aller chercher des impacts concrets, mais il y a aussi un effet réflexif pour la personne qui est mentorée à réfléchir à ce que ça lui a amené. Donc, à mi-parcours et à fin de parcours, on demande toujours la constitution d'un faisceau d'indices de progrès. Je dis bien un faisceau d'indices, hein, parce que, comme vous avez vu, le management, c'est pas, on ne sépare pas l'œuf du cake, la farine de côté, le cake va être meilleur. Est-ce que c'est l'œuf? Est-ce que c'est parce que le temps a changé? Parce que le four était moins capricieux? On n'en sait rien. Mais des faisceaux d'indices. Il arrive parfois que c'est quasiment chiffré. C'est que la personne arrive en disant, mais oui, moi je suis sûr que j'aurais fait comme ça. Et que donc, factuellement, on a gagné ça. Donc, ça c'est un élément important, hein, comme le coaching, hein, comme tout élément de progrès. Hein. Mais la réflexion sur qu'est-ce que ça m'a amené, moi, en tant que manager, d'être accompagné, est essentielle. Mais elle est essentielle pour tout le monde. Alors, pour lui, il ne paye pas, donc il veut dire que si ça se passe bien, il est content. Pour son responsable, oui, parce que lui, il paye. Donc, il veut quand même voir, il suit plus ou moins. Mais si la personne lui dit non, mais effectivement, voilà, j'ai fait ça, et c'est là que j'ai grandi. Et parfois, c'est tellement visible que c'est même, on ne peut pas en discuter. Et la DRH, parce que la DRH, elle est plus loin et qu'elle-même veut avoir des retours un peu circonstanciés sur les sujets. Donc ça s'opère comme ça. Quand ça se passe bien, ça finit par des relations professionnelles d'une grande intensité. Pourquoi ? Parce que vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous a aidé 9 mois à vous dépatouiller. Et c'est excessivement rare dans une vie, même personnelle. Donc quand ça marche, ça crée une véritable connivence professionnelle entre la personne qui mentore et la personne qui est mentor. J'avais fait un effort sur la photo. Quand donc faire appel au mentorat? Et je vous ai quasiment tout dit, donc on peut quasiment répondre. Hein. C'est bien sûr, donc quand il y a besoin d'accélérer la compétence, donc quand vous sentez un risque sur la prise de rôle, nouveau, que ce soit en structure ou en direction de programme, que ce soit un élargissement de fonction ou un changement des exigences, c'est-à-dire vous dites non mais là, il faut quand même qu'on fasse mieux. Alors ça peut être individuel ou collectif, hein, je ne sais pas. Là, ça peut être une personne, il faut l'amener à mieux. Et ça peut être, en tout cas dans des groupes un peu plus importants,
des investissements sur des plans de carrière qui sont déjà un peu activés, sur des gens qu'on juge à potentiel et sur lesquels on les prépare au rôle suivant. Donc, vu d'une direction des ressources humaines, il y a à la fois du on-demand du manager, du responsable qui voudrait quelque chose pour son manager, il aimerait avoir le mentorat dans le catalogue, et il y a à la fois un schéma dans le parcours. Comme il peut y avoir le coaching dans le parcours, comme il peut y avoir d'autres actions dans le parcours, il y a un schéma dans le parcours. Voilà. Et donc là, la réflexion, notamment que j'ai avec ce Big Four, c'est le passage au partnership. Est-ce que, dans ce passage, pourquoi ? Pas que je dise le nom, parce qu'ils vont m'écouter. Pourquoi ? Parce que quand vous n'êtes pas partenaire, vous n'avez pas les mêmes activités que quand vous êtes partenaire, et qu'il n'est pas nécessairement évident que vous sachiez rapidement les prendre en main. Parce que les situations, notamment d'ordre commercial, sont complexes quand on est partenaire, mais sont beaucoup moins quand on est juste en dessous des directeurs ou des managers. Et donc ce passage de relation, vous voyez, ce passage de compétences-là, et ben, il faut le peaufiner, parce que le partnership, c'est le Graal d'une boîte de conseil. Il faut le peaufiner, parce que c'est la clé de la réussite de la structure. Donc, ça a un sens. À mon sens aussi, ça a un sens. Les avantages perçus et réels. Au niveau du manager mentoré, apport immédiat de résolution. J'y suis. Apport immédiat de conseil. Donc ça, c'est très sympa, et c'est souvent là-dessus qu'on a un retour d'investissement direct. Souvent. C'est-à-dire qu'en fait, on l'aide à résoudre des sujets. Monter en compétence qui s'appuie sur la situation de travail, monter en maturité sur son rôle. Ça, c'est particulièrement intéressant. Non, c'est pas évident. Mais quand vous avez fait 9 mois, 1 an avec quelqu'un qui vous a exposé à notre point de vue, vous avez gagné en envergure, un peu naturellement. Parce que vous avez eu des angles de vue différents, des logiques différentes, etc. Vous avez votre mentor à côté, quoi, je veux dire. D'où l'importance de la professionnalisation et de la qualité du mentor. Au niveau de la structure, donc, ça augmente la capacité d'atteindre des objectifs. Et potentiellement aussi, ce qui est important, c'est que le mentor peut vous ramener des choses tout à fait intéressantes qui sont les optimisations possibles de l'organisation. Parce que le mentor vit l'organisation au travers du manager. Le manager ne vous dira pas, le mentor sait analyser les problèmes. Et donc, il est capable de dire, tu vois, là, je pense que c'est peut-être pas mal de réfléchir un peu comme ça. Donc, le mentor a aussi un feedback versus les responsables de manager, non pas sur le manager, mais sur son organisation. En sachant que souvent, le responsable du manager est une partie prenante du fonctionnement du manager, partie prenante dont on peut voir des bons côtés, des côtés perfectibles. Mais tout le monde est faillible. Il faut le savoir. Et au niveau des ressources humaines, il y a au niveau des ressources humaines, moi je me suis vraiment posé la question, mais finalement, comment on peut penser global et agir local? Et c'était ça qui me drivait. Et donc, mettre en place un programme de mentorat, en soi, c'est pas compliqué. Un peu plus compliqué que mettre en place un programme de coaching, c'est largement moins compliqué que faire une transformation de l'organisation, etc. C'est assez facilement industrialisable. Ce qui est compliqué, c'est la mise en place des mentors et sa professionnalisation. Ça, il est compliqué. Dans votre environnement. Parce que tous les environnements ne sont pas aussi aptes à faire ça. Et donc, il y a certainement à travailler par POC, par essai, pour voir comment ça prend, etc., avant d'industrialiser. En revanche, pour le DRH, c'est très intéressant parce que c'est hyper personnalisé et donc efficient. C'est hyper personnalisé. Moi, je souhaitais un accompagnement qui soit calé intimement sur ce que faisait le manager. Et pas sur une quelconque vaporisation de concepts sur lesquels on sait que les managers, ils disent ok, c'est super sympa, mais factuellement, on arrive un peu au bout du truc quand on est devant la réalité. Voilà, et j'en ai fini. 9 minutes, c'est pas si mal. Bon, je me suis permis ça. C'est pour moi la seule réalité. Donc, il faut pas me dire autre chose. Il n'y a qu'une réalité, c'est celle-là. On n'augmente pas ses compétences si on ne travaille pas. Voilà. Et le mentor, c'est l'entraîneur du Suncock.
sais pas s'il y aura des Usain Bolt chez vous. Merci pour l'écoute. Et nous allons passer à la table ronde. Merci.